Bonjour. Je vais donc aujourd'hui poursuivre le cours de probabilité avec aujourd'hui un regard sur ce qui peut se passer lorsque l'on a beaucoup d'expériences aléatoires, on répète des expériences de manière indépendante. Donc un peu un point de vue asymptotique, on va dire. Alors on va revenir sur ce qu'on avait obtenu lors du dernier cours et définir une somme un peu particulière qui est une somme pondérée et qui s'appelle la moyenne empirique. Donc, quand on considère une suite de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité oméga p, on peut, pour tout n, appeler la moyenne empirique de x1, xn. Eh bien, c'est quoi ? C'est classiquement la moyenne des n premières valeurs. Voilà. Donc, 1 sur n, la somme des xi. Donc, en fait, c'est la somme des xi divisée par n, et donc, c'est une variable aléatoire. On avait vu que la somme de n variables aléatoires était une variable aléatoire, c'est aussi le cas ici. Bon, donc, ce n'est pas tout à fait le même point de vue que ce qu'on avait pu voir en statistique descriptive, où on avait des données et puis on calculait la moyenne de ces données. Là, on travaille avec des variables aléatoires, et donc la moyenne empirique est devenue une variable aléatoire elle-même, donc c'est-à-dire une fonction. On ne dit pas qu'une variable aléatoire, c'est une fonction. Donc c'est quelque chose qui, suivant finalement le petit oméga, peut prendre des valeurs différentes. Vous avez un jeu de données, vous allez obtenir une moyenne empirique, et puis vous prenez un autre jeu de données issu des mêmes expériences, et vous allez obtenir une autre moyenne empirique. Typiquement, vous jetez 100 fois une pièce de manière indépendante, vous allez obtenir une moyenne empirique, c'est-à-dire une fréquence empirique des piles, par exemple. Vous allez avoir 0,53 ou 53 piles, donc 0,53 comme fréquence empirique des piles. Et puis, vous relancez avec un nouveau jeu de données, donc vous obtenez, par exemple, 42 piles. Et donc, la variable aléatoire fluctue en fonction du petit oméga. C'est une variable aléatoire. Bon, alors, on peut poursuivre en regardant certaines propriétés qui sont issues de ce qu'on avait fait lors du dernier cours. En particulier, si maintenant on considère des variables IID, donc indépendantes et identiquement distribuées, même loi, indépendantes, elles sont donc indépendantes les unes des autres, c'est ce qu'on avait établi lors du cours précédent. Alors ça, c'est un cas plus particulier, parce que quand on a défini la moyenne empirique juste au-dessus, on n'avait pas cette nécessité d'être IID. C'était des variables aléatoires, et puis c'est tout. Là, on demande à ce qu'elles soient IID. Eh bien, on va avoir que l'espérance, une sorte de moyenne théorique de la moyenne empirique, donc la moyenne théorique de la moyenne empirique, c'est quoi ? C'est l'espérance de x1, c'est la moyenne théorique de chacune des variables, en fait. Ça, dès que cette espérance existe. Dès que, en gros, l'espérance de la valeur absolue de x1 ou de x7, elles ont toutes même loi, est finie. Donc ça, c'est issu d'un résultat de la fois passée, puisque la fois passée, on a montré que l'espérance de la somme, dans le même cadre, l'espérance de la somme, c'était n fois l'espérance. Bon, ici, on divise par n. Donc, en fait, ce n'est pas étonnant qu'on n'ait plus que l'espérance. Deuxième résultat, si on regarde la variance de la moyenne empirique, pareillement, ça revient à faire la variance de la somme, et puis on a 1 sur n. Donc, quand on passe en variance, ça fait 1 sur n2. Donc, c'est 1 sur n2 la variance de la somme. Et on avait montré que la variance de la somme, c'était n fois la variance. Donc, n sur n2. Donc, il ne reste plus que 1 sur n, la variance de x1. Et ça, c'est possible dès que l'espérance de x1 au carré est finie, ou en fait, ça revient aussi à ce que la variance de x1 est finie. Donc, un résultat qui nous dit que finalement, la moyenne empirique, ça se comporte en moyenne, un peu comme chacune des variables, et en variance, c'est la variance de chacune des variables, mais divisée par n. Donc, plus vous augmentez la taille et plus vous avez n qui est grand, plus la dispersion de votre moyenne empirique diminue. Vous avez une variance qui tend vers 0, un écart-type qui tend vers 0, donc ça se resserre de plus en plus. Et c'est ce qui est mis dans cette conséquence. Là, si dès que vous avez des variables IID et une espérance
qui existe, du carré qui existe, d'une variance qui existe, eh bien, la variance de la moyenne empirique tend vers 0. Alors ça, c'est un comportement qui va être important parce que ça va nous permettre de regarder ce qui se passe à l'infini. Justement, à l'infini, on va parler maintenant de théorèmes limites, c'est-à-dire des théorèmes lorsque le n, qui correspond finalement à une répétition indépendante de variables aléatoires, nous, on travaille avec des variables indépendantes, on pourrait très bien ne pas avoir de variables indépendantes, donc ça veut dire qu'on a un nombre d'individus ou un numéro, un indice d'individus qui augmente avec le temps. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe à l'infini. Or, regardez ce qui passe à l'infini pour une suite. Donc, on va considérer une suite de variables. Par exemple, ça pourrait être la suite des moyennes empiriques. Eh bien, quand on regarde une suite de variables aléatoires définies sur le même espace, si on veut regarder ce qui se passe à l'infini, ça va être un problème plus complexe que de regarder une suite de nombres. Vous êtes habitué à regarder des limites de suite, mais des suites de nombres. Alors ça, on sait faire avec des epsilon, mais on conçoit bien ce que c'est. Là, c'est plus complexe parce que vous avez une suite, finalement, de variables aléatoires. Donc, une suite de fonctions. Donc, en gros, il faut regarder ce que donne la limite d'une suite de fonctions. Et ça, on peut le voir sous plusieurs regards possibles. Et le premier regard qu'on va poser, c'est celui de la convergence en probabilité. Donc, on va dire que la suite converge en probabilité, c'est le terme, et qu'elle converge vers quoi ? En toute généralité, elle peut converger vers une variable aléatoire. Donc, ça veut dire que la suite de fonctions peut converger vers une fonction. Imaginez, par exemple, toutes les fonctions, toutes les variables aléatoires sont les mêmes, évidemment, vous allez converger vers la même variable aléatoire. Donc, on dira que xn tend en probabilité vers y, la suite xn tend en probabilité vers y, lorsque, pour tout epsilon strictement positif, la probabilité que xn moins y soit plus grand ou égal à epsilon, donc ça veut dire ça que la probabilité de s'écarter, que xn s'écarte de y d'une distance plus grande qu'epsilon, la proba qu'on ait ça tend vers 0. Alors ça, ici, il faut se méfier. Le epsilon, j'ai mis un strict, et ici, dans la distance plus grand ou égal à epsilon, j'ai mis un plus grand ou égal. Alors ce plus grand ou égal, là, il n'est pas hyper important. Pour le remplacer par un plus grand strict, ça importe peu. En revanche, celui-ci est essentiel. Quel que soit epsilon strictement positif, il faut vraiment prendre un strictement positif ici. Vous ne pouvez pas vous amuser et prendre un plus grand ou égal à 0. Pourquoi ? Parce que 0 est nécessairement proscrit. Vous ne pouvez pas avoir un comportement comme celui-ci si vous prenez epsilon égale 0. Et pourquoi ? Parce que ça signifierait quoi ? Ça signifierait que la distance entre xn et y est plus grand ou égal à 0. Imaginez, vous prenez epsilon égale 0. Donc, vous avez une distance. Quelle est la proba qu'une distance quelconque soit positive ou nulle ? La proba, elle vaut forcément 1. Une distance, c'est une valeur absolue, c'est toujours positif ou nul. Donc, vous ne pourrez pas avoir que ça tend vers 0. Ça pourra forcément qu'être égal à 1. Donc, si vous prenez un plus grand ou égal à 0, vous pouvez tomber sur un vrai paradoxe. Donc, surtout, c'est quel que soit epsilon strictement positif. Alors, on peut d'ailleurs voir que si on inversait, alors comment on inverse ? Eh bien, on sait que ça, c'est 1 moins la probabilité que xn moins y en valeur absolue est plus petit strictement qu'epsilon. Si celle-là, elle tend vers 0, là, celle qu'on vient de voir, l'autre, ça veut dire qu'elle tend vers 1. Donc, ça veut dire que l'écart entre xn et y doit tendre il est plus petit que n'importe quel epsilon lorsque n devient grand. Voilà. Bon, un exemple. Pour illustrer ceci, on va prendre une suite de variables et on va dire que chacune des variables suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 sur n. Voilà. C'est un paramètre qui bouge avec le temps. Et en fait, il bouge en décroissant et il décroît vers 0. On se rappelle que ce paramètre, c'est la probabilité que xn vale 1. Donc, ça veut dire que la proba de valoir 1 pour xn, elle devient de plus en plus petite. Donc, par exemple, pour x 1000, la proba que x 1000
soit égal à 1, c'est 1 sur 1000. Donc, très peu de chance. Si vous allez à 1 million, c'est 1 sur 1 million. Donc, c'est vraiment très faible. Et plus n augmente, plus la proba de valoir 1 devient petite. Eh bien, de manière non surprenante, on s'aperçoit que xn à l'infini, en probabilité, va tendre vers 0. Alors, comment on peut montrer ça? On va le montrer en deux temps. Le premier temps, c'est de dire, on a dit ici, c'est quel que soit epsilon plus grand strictement que 0. Si jamais on prenait epsilon plus grand que 1, alors en général, on s'intéresse plutôt à des epsilon petits dans cette convergence en probabilité, mais ici, je le fais pour que vous voyez que ça marche aussi. Si vous prenez epsilon strictement plus grand que 1, la distance, si jamais xn, on se rappelle, c'est Bernoulli, donc ça prend comme valeur 1 ou 0. Si jamais on dit que la limite, c'est 0, eh bien, si vous regardez la distance entre xn et 0, ça revient à faire la distance de xn. Enfin, ça revient à faire la valeur absolue de xn. Et comme xn, c'est 0 ou 1, ça revient à xn. Donc, l'événement xn plus grand ou égal à epsilon, ça devient, en fait, xn plus grand qu'une valeur qui est plus grande que 1. Or, xn ne prenant ces valeurs que dans 0 ou 1, ça, c'est un ensemble vide. Donc, on en déduit que la probabilité que xn moins 0 soit plus grand ou égal à epsilon, eh bien, c'est égal à 0. Donc ça, c'est toujours vrai. Ça ne converge pas, c'est toujours égal à 0. Deuxième point, en fait, souvent, ce qui est le plus délicat, c'est lorsque epsilon se rapproche de 0, parce que, évidemment, on veut converger vers x, y, que xn converge vers y. Donc, on veut regarder quand est-ce que l'écart entre les deux devient très petit. Donc, si on prend epsilon entre 0 et 1, on s'aperçoit que, un peu avec le même raisonnement que précédemment, que ce qu'on a fait précédemment, si vous regardez l'écart entre xn et 0, cet écart, pour qu'il soit plus grand qu'epsilon, sachant qu'epsilon est positif, est plus petit ou égal à 1, ça revient à dire que xn est forcément égal à 1. Vous ne pouvez pas avoir xn égale 0. On se rappelle que xn ne prend que deux valeurs, 0 ou 1. Si xn valait 0, vous n'aurez pas un écart qui est plus grand ou égal à epsilon, sachant que epsilon est strictement positif. Donc la seule possibilité, c'est que ce soit égal à 1. Or, la probabilité que xn soit égal à 1, c'est égal à 1 sur n qui tend vers 0. Donc on en déduit que la probabilité que xn moins 0 plus grand ou égal à epsilon, ça tend vers 0. Et c'est bien ce qu'on voulait. Donc xn tend en probabilité vers une variable aléatoire très spéciale, celle qui vaut toujours 0. Voilà. Alors, on poursuit avec une deuxième convergence. C'est un petit peu la difficulté avec les probas quand on regarde les résultats asymptotiques. Il n'y a pas qu'une seule manière de converger. Alors là, on ne verra dans ce cours que deux manières, mais vous verrez en L3 notamment d'autres manières de converger, parce que, une nouvelle fois, ce ne sont pas des suites de réels, mais des suites de fonctions. Et pensez à une convergence d'une fonction vers une autre, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Alors, la deuxième manière qu'on va regarder, c'est de parler de convergence en loi. Donc, si on prend toujours une suite de variables aléatoires définies sur oméga AP, alors, vous voyez toujours pas nécessité d'avoir des variables IID, des variables indépendantes et identiquement distribuées. Et on va dire que xn tend en loi vers une variable aléatoire y. Donc, ça se notera xn tend en loi vers y ou xn tend vers la loi de y. Parfois, on remplace le y ici par sa loi. Donc, si sa loi, c'est une Bernoulli, on remplace par une Bernoulli. Alors, ça sera le cas lorsque la fonction de répartition de xn tend vers la fonction de répartition de y en tout x. Donc, ça veut bien dire que la loi de xn, la loi ou la mesure de proba de xn, converge vers la mesure proba de y. Alors, en tout x, en fait, pas tout à fait tout x. On ne va pas être exigeant au point de demander que ce soit en tout x de R. On peut avoir quelques points où il n'y a pas cette convergence, mais ces points où il n'y aurait pas convergence, ce seront des points où f n'est pas continu. Or, on sait qu'il n'y a pas tant de points que ça où f peut ne pas être continu. Pour une variable discrète, par exemple, effectivement, elle n'est pas continue toujours et vous pouvez avoir des sauts dans fy. Donc, en ces points-là, les points où il y a des sauts, vous pouvez vous permettre de ne pas avoir convergence. Mais en tous les autres points, c'est-à-dire presque tous les points, en fait, vous devez avoir convergence de la fonction de répartition de xn vers celle de y. Alors,
en fait, on va peu utiliser cette caractérisation de la convergence en loi. On va plutôt caractériser ça à partir du statut de la variable aléatoire, de la suite de variables aléatoires. Typiquement, si vous avez des variables discrètes, montrez que la suite de variables discrètes, on va dire qu'elles appartiennent dans un ensemble de valeurs qui sont les J, où J grand J est dénombrable, sinon ce ne serait pas discret. Donc, montrez que l'ensemble des Xn et que la suite des Xn converge vers la variable aléatoire Y, c'est regarder en fait la limite de chacune des probas discrètes. Donc, la limite de chacune des probas que Xn soit égal à J. Et si ces différentes probas tendent vers une constante, cette constante étant la proba que Y soit égal à Xj, eh bien, vous allez avoir la convergence en loi de Xn vers Y. Deuxième chose, deuxième cas particulier, si jamais vous prenez des variables continues qui ont une densité, en fait, la convergence des fonctions de répartition revient à la convergence des densités. Alors, c'est souvent un peu plus facile parce que souvent on connaît les densités, pas forcément les fonctions de répartition. Et alors, bon, juste dans le cas discret, pourquoi on peut déduire le résultat? Je ne l'ai pas montré, fait une démonstration propre, mais ça se déduit bien en fait. Qu'on soit que la fonction de répartition, en fait, c'est toujours une somme de probas. Et en fait, même plus précisément, si vous avez une convergence en loi, vous allez forcément avoir la convergence des probas, puisque les probas, c'est, on sait, dans le cas discret, les probas, c'est la fonction au point moins la limite à gauche. Donc, de ça, vous avez, lorsque la fonction de répartition tend vers celle de Y, vous avez la convergence de ça. Et puis, dans l'autre sens, ça marche aussi parce que finalement, une fonction de répartition, c'est une somme des probas. Donc, si jamais chacune des probas tend bien vers celle de Y, eh bien, la somme des probas tendra aussi vers la somme des probas de Y, et donc les fonctions de répartition tendront l'une vers l'autre. Donc, ça marche bien dans ce cas-là, dans le cas discret, et dans le cas continu, c'est pareil, sachant que la densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Donc, si jamais vous avez convergence de l'une vers l'autre, vous avez forcément convergence de l'autre vers l'une. Voilà. Donc, souvent plus facile à montrer, on utilisera les densités pour caractériser la convergence en loi. Alors, un exemple. Prenons une suite de variables aléatoires. Alors, on ne dit pas qu'elles sont idées ici, c'est une suite de variables aléatoires quelconque, mais en fait, chacune des variables suit une loi normale et avec un paramètre qui bouge en fonction de n. Donc, c'est une espérance qui vaut 1 sur n et une variance qui vaut 1, toujours. Donc, c'est des variables qui ont des lois différentes. Ce ne sont pas des variables idées. Alors, on ne sait pas si elles sont indépendantes. Ça, ce n'est pas précisé dans l'énoncé de l'exemple. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elles ne sont pas identiquement distribuées puisqu'elles n'ont pas chacune la même loi. Le paramètre fluctue en fonction du n. Donc, ce n'est pas la même loi pour toutes. Et bien, dans ce cas-là, on montre assez facilement que Xn va tendre vers une Y qui est quoi? Qui est une loi qui suit une loi, en fait, Y, ça suit une loi normale 0, 1. Donc, en fait, souvent, d'ailleurs, on omettra le Y, on dira directement que Xn tend en loi vers la loi normale 0, 1. On enlèvera cet intermède-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? On va regarder juste la convergence des densités, puisqu'on a des variables continues. Et Fn de x, on sait ce que ça vaut. La densité de chacune des xn, c'est 1 sur racine de pi exponentielle de moins x moins 1 sur n. Normalement, c'est moins m quand vous travaillez avec une densité gaussienne. Sur 2, alors normalement, c'est 2 sigma 2, mais sigma 2, il vaut 1 ici. Donc, vous avez bien ce résultat. Or, x moins 1 sur n, ça tend vers x. Or, ça, en fait, le Fn de x, vous pouvez très bien l'écrire comme une fonction g de x moins 1 sur n, en fait. Et comme la fonction g, elle est continue, lorsque, comme x moins 1 sur n tend vers x, g de x tend vers gn de x, g de x moins 1 sur n, excusez-moi, tend vers g de x. Et en fait, c'est le cas. Vous avez donc Fn de x qui tend vers f de x. Donc, f de x étant
la densité d'une loi normale 0,1. Voilà. Donc, le 1 sur n qui était ici, tendant vers 0, il disparaît à la limite. Et il ne vous reste plus que cette densité de la loi normale 0,1. Voilà, donc vous avez bien convergence en loi. Alors, j'attire votre attention sur la difficulté, la différence d'une convergence en loi. Xn, en fait, elle ne va pas se rapprocher de quelque chose. Elle ne va pas tendre au sens habituel de tendre vers une limite finie, comme on a pu le voir tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait les Xn qui tendaient vers 0. Elles se rapprochaient de 0. D'une manière générale, ici, lorsqu'on est à la convergence en loi, vous allez tendre vers une loi. Donc, ça veut dire qu'asymptotiquement, lorsque n devient de plus en plus grand, vous vous rapprochez, il va bouger. En fait, votre variable aléatoire, elle continue d'osciller, mais avec une certaine loi. Et ici, on le voit, donc ça veut dire que à la limite, les Xn, au lieu de bouger suivant une loi normale de paramètres 1 sur n et 1, à la limite, elles bougent, mais suivant une loi normale 0,1. Voilà, on pourrait voir ça sous cette forme-là. Alors, ça peut arriver que la convergence en loi soit non pas vers une loi qui bouge, on pourrait dire, mais une loi qui est une constante. Parce que, finalement, c'est une certaine loi, le fait d'être une constante. Donc, vous pouvez très bien avoir une convergence en loi vers une constante. Mais d'une manière générale, vous avez une convergence en loi vers une certaine loi qui n'est pas constante. Ça veut dire que votre Xn, elle oscille asymptotiquement suivant la loi limite. C'est un peu compliqué, ça. Alors, également compliqué, ça sera le point difficile techniquement de ce cours. Une inégalité qui est appelée inégalité de Markov. Bon, c'est en fait un théorème. Et Markov, c'était un chercheur russe de la fin du 19e et du 20e. Alors, dans ce cas-là, on va montrer là deux inégalités, celle de Markov et celle de Bien-Aimé Tchebychev juste après. Ce vont être deux inégalités qui vont nous servir après pour pouvoir travailler sur des convergences en proba et en loi de la moyenne empirique. Donc mais ça servira aussi pour d'autres choses. Donc, prenons x, donc il n'y a plus de suite ici, c'est une seule variable, x, qui est une variable positive. Donc, ça, c'est très important dans cet énoncé. Elle est positive et définie sur un espace de probabilité. Et on suppose que l'espérance de x est finie. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas demandé à ce que ce soit l'espérance de la valeur absolue, puisque la valeur absolue ne sert à rien, x étant positive. Alors, pour tout epsilon strictement positif, on voit quelque chose qui pourra nous servir pour la convergence en proba. Vous voyez, il y a le epsilon strictement positif qui intervient. Et alors, encore mieux, ici, vous avez la proba que x soit plus grand ou égal à epsilon. C'était un petit peu ce qu'il y avait dans une convergence en proba. Eh bien, elle sera plus petite ou égale à l'espérance de x divisée par epsilon. Donc ça, c'est pour tout epsilon strictement positif. On voit à nouveau qu'on ne peut pas prendre epsilon égale 0, sinon vous divisez par 0. Alors, la démonstration n'est pas évidente. Elle n'est pas très longue, mais elle n'est pas évidente. Alors, pour montrer ce résultat, on considère d'abord une variable aléatoire grand Y qui est grand X multiplié par l'indicatrice que grand X soit plus grand ou égal à epsilon. Donc, vous avez fixé epsilon strictement positif. Et donc, vous avez le produit des deux. Alors, l'indicatrice, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on la reverra aussi plusieurs fois encore. C'est finalement quelque chose qui prend comme valeur 0 ou 1. Ça prend comme valeur 1 si x finalement est plus grand ou égal à epsilon, et ça prend comme valeur 0 si x est plus petit strictement qu'epsilon. Donc quand vous faites le produit des deux, grand Y, ça prend que deux. En fait, il n'y a que deux cas. Soit ça prend comme valeur grand X, ça c'est dans le cas où x est plus grand ou égal à epsilon, soit ça prend comme valeur 0, ça c'est dans le cas où grand X est plus petit strictement qu'epsilon. À nouveau, vous avez grand X qui est une variable positive. Donc, grand Y est aussi une variable positive d'ailleurs, parce que vous multipliez X par quelque chose qui vaut 0 ou 1. Bon, alors, grand Y, c'est une variable aléatoire, je l'ai dit, mais pourquoi ? Parce que c'est finalement une fonction de grand X, et c'est une fonction, la fonction h, qui est la fonction h de i petit x, c'est petit x soit l'indicatrice que petit x soit plus grand ou égal à epsilon. C'est une fonction qui est continue par morceau, donc c'est une fonction
qui est telle que quand on l'applique à une variable aléatoire, ça reste une variable aléatoire. Bon, il est facile de voir que grand Y est plus petit ou égal à X. Pourquoi? Parce que ça vaut soit X, soit 0. Donc, comme grand X est positif, c'est forcément que grand Y est plus petit que grand X. Donc, si elle est plus petite, on avait vu que cette relation d'ordre entre deux variables aléatoires se répercute sur l'espérance. Eh bien, l'espérance de Y, qui existe finalement, parce qu'elle est plus petite que l'espérance de X, et qu'elle est plus petite que l'infini. Et d'ailleurs, l'espérance de Y est aussi positive, parce qu'on sait que Y est positif. Bon, voilà, donc retenons, espérance de Y est plus petite ou égale à l'espérance de X. Ça va nous servir ensuite. Eh bien, on poursuit, mais parce qu'on peut calculer un peu plus en détail l'espérance de Y. Pourquoi? Parce que l'espérance de Y, c'est l'espérance de X fois l'indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon. Et là, c'est là le point difficile de cette preuve, en fait, le point le plus difficile, c'est que l'espérance de X, indicatrice de X soit plus grand ou égal à epsilon, c'est plus grand ou égal que l'espérance d'epsilon, indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut faire deux cas. Si X est plus petit strictement que epsilon, vous avez l'indicatrice. L'indicatrice ici, elle vaut 0. L'indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon, elle vaut 0. Et elle vaut 0 dans les deux cas. Donc, dans les deux cas, ça fait 0 en fait. Dans les deux cas, que ce soit grand X indicatrice ou petit epsilon indicatrice, dans les deux cas, ça fait 0. Donc, sous cette alternative, c'est-à-dire que grand X soit plus grand ou égal à epsilon, ça vaut 0. Deuxième cas, si grand X est plus grand ou égal à epsilon, dans le cas qui est ici, dans le premier cas, X fois l'indicatrice, c'est grand X. Et dans le deuxième cas, c'est epsilon. Mais en fait, ça a été obtenu lorsque grand X est plus grand qu'epsilon, plus grand ou égal à epsilon. Donc, on n'est pas surpris que X indicatrice que X soit plus grand qu'epsilon, c'est plus grand ou égal à epsilon fois l'indicatrice. Puisqu'on sait que lorsque ça vaut 1, cette indicatrice, c'est que X est plus grand qu'epsilon. Donc, c'est bien ça. Et donc, d'ailleurs, ce résultat, il passe en espérance aussi. En fait, c'était un résultat qui était aussi valable sans les espérances. Et donc, en espérance, vous avez que c'est plus grand que l'espérance de epsilon, d'indicatrice que X est plus grand qu'epsilon. Bon, alors, cette dernière espérance, elle est plus facile à travailler que la précédente parce que epsilon est devenu une constante. Vous avez l'espérance d'epsilon fois une indicatrice. Mais vous pouvez sortir cette constante. Donc, ça fait epsilon, l'espérance de l'indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon. Or, la fonction indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon, c'est une variable de Bernoulli. Pourquoi ça prend que deux valeurs? Parce que ça prend que deux valeurs. Ça prend les valeurs 0 ou 1, une indicatrice. Donc, c'est une variable de Bernoulli et on peut trouver son paramètre de cette variable de Bernoulli. Alors, quand est-ce que l'indicatrice vaut 1? Lorsque X est plus grand ou égal à epsilon. Donc, finalement, la proba que l'indicatrice est égale à 1, ça revient à la proba que X est plus grand ou égal à epsilon. Donc, le paramètre de votre Bernoulli, c'est la proba que X est plus grand ou égal à epsilon. Or, une Bernoulli d'un paramètre P, son espérance, c'est P. Donc, l'espérance de l'indicatrice que X est plus grand ou égal à epsilon, c'est la proba que X est plus grand ou égal à epsilon. Donc, on obtient, si on récapitule, on a dit que l'espérance de Y était plus grande que l'espérance de epsilon indicatrice que X est plus grand qu'epsilon. Et en fait, cette espérance, elle est égale à epsilon, la proba que X est plus grand qu'epsilon. Donc, si on récapitule, vous avez l'espérance de X qui est plus grande ou égale à l'espérance de Y, et cette espérance de Y, elle est plus grande ou égale à epsilon, la proba que X est plus grand qu'epsilon. Et si vous avez ça, vous avez l'inégalité de Markov, c'est-à-dire que la proba que X est plus grand ou égal à epsilon est plus petite ou égale que l'espérance de X sur epsilon. Alors ça, c'est un résultat, alors la preuve est difficile, mais par contre, le résultat, il faut le connaître. Il faut le connaître parce qu'il sert. Donc, il y a des choses, L'intérêt des maths, en général, c'est d'avoir pas trop de choses à mémoriser. Là, c'est un résultat dont il faudra se souvenir. Si j'utilise cette inégalité, je vais avoir un résultat intéressant.
Prenons une suite de variables aléatoires. Je n'ai pas dit qu'elles étaient positives, si c'est des suites de variables aléatoires quelconques, mais en revanche, on va faire l'hypothèse que l'espérance de la valeur absolue de xn tend vers 0. Donc là, la valeur absolue de xn va se tend vers 0. Or, la valeur absolue de xn, c'est une variable positive. Donc, si j'applique l'inégalité de Markov à valeur absolue de xn, j'obtiens que la proba de valeur absolue de xn plus grand ou égal à epsilon, c'est plus petit ou égal à l'espérance de xn divisé par epsilon. Or, l'espérance de xn, l'espérance de valeur absolue de xn, pardon. Or, l'espérance de valeur absolue de xn, elle tend vers 0. Donc, vous avez donc que la proba que valeur absolue de xn est plus grand ou égal à epsilon, elle tend vers 0. Et ça veut dire quoi? Ça revient à faire la proba que la distance entre xn et 0 est plus grande qu'epsilon, ça tend vers 0. Donc, ça veut dire que xn tend en proba vers 0. Voilà, donc une utilisation qui rapproche cette inégalité de Markov à la convergence en probabilité qu'on a évoquée tout à l'heure. Bon, attention, ce n'est pas complètement évident, hein, cette partie du cours. Hein. Je le conçois, là, c'est peut-être le cours le plus dur qu'on ait à faire sur cet enseignement de probabilité de première année. Deuxième inégalité, celle dite de Bien-Aimé Tchebychev. Alors, Bien-Aimé, c'était un chercheur belge du 19e siècle, et Tchebychev, un chercheur russe du 19e siècle. Alors, vous pourrez trouver Tchebychev sous d'autres orthographes. Hein. C'est une transcription de lettres russes, le tche, le che. Et donc, ça, vous pourrez parfois voir des Y, parfois voir des T en plus, voir deux F à la place du V. Bon, pas forcément unicité de la transcription de ces lettres russes, du cyrillique. Alors, si on prend, c'est un peu un énoncé qui va être proche d'une inégalité de Markov, sauf que on prend une variable aléatoire, mais on ne demande pas qu'elle soit positive comme précédemment. On demande qu'elle soit juste une variable aléatoire. Mais par contre, on demande à ce qu'elle ait l'espérance de son carré qui est finie. Donc, ça veut dire qu'elle a une variance, en fait. Hein. Vous savez que ça revient à dire qu'elle a une variance. Finie. Elle a une variance finie. Et donc, d'ailleurs, aussi une espérance. Hein. Alors, pour tout epsilon strictement positif, vous avez la proba que, finalement, la distance entre x et son espérance soit plus grande ou égale à epsilon. Eh bien, la proba que cette distance soit plus grande ou égale à epsilon, elle est plus petite que la variance de x sur epsilon carré. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder l'écart un peu entre une variable x et sa moyenne théorique. Et on arrive finalement en probabilité à majorer un petit peu le fait d'être distant de plus d'epsilon pour cet écart. Bon, alors comment peut-on prouver un tel résultat? Alors c'est bien plus simple que l'inégalité de Markov, et en fait ça l'utilise pleinement. On va prendre la variable grand Y qui est x moins l'espérance de x au carré. Donc ça, grand Y, c'est quelque chose de positif, puisque c'est un carré. C'est aussi une variable aléatoire. Et on a même que son espérance de Y, en fait, c'est exactement la définition de la variance de X. Donc, l'espérance de Y, c'est variance de X. Donc, maintenant, on va prendre l'inégalité de Markov. Je vous la rappelle. L'inégalité de Markov qui est là-haut, mais on va l'appliquer. Au lieu de prendre X, on prend Y. Et au lieu de prendre epsilon, on va noter, au lieu de noter ça epsilon, on va le noter epsilon carré. Comme c'est des epsilon strictement positifs, vous pouvez très bien le noter carré. Ici, c'est pareil. Ça revient au même. Bon, donc, vous le notez avec un carré et vous l'appliquez. Donc, ça veut dire, si vous utilisez cette inégalité de Markov, vous allez donc avoir que la proba que grand Y, on l'a vu, elle est positive, donc, Markov plus grand qu'epsilon carré, eh bien, c'est plus petit ou égal à l'espérance de Y divisé par epsilon carré.
puisque epsilon est devenu epsilon carré. Mais finalement, l'espérance de y, c'est variance de x. Donc, on trouve bien le variance de x sur epsilon carré, qui était dans l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Et également, le y, eh bien, c'était x moins espérance de x au carré. Donc, vous aviez la proba que x moins espérance de x au carré est plus grande que epsilon carré. Eh bien, c'est plus petit que la variance de x sur epsilon carré. Alors, la dernière chose qui est faite ici, de manière un peu rapide, c'est que comme vous avez un carré plus grand ou égal à un carré, ça revient à dire que la valeur absolue est plus grande que la valeur absolue. Et donc, comme la valeur absolue de epsilon, c'est epsilon, vous avez la proba que x moins espérance de x en valeur absolue plus grand ou égal à epsilon, c'est plus petit ou égal à la variance de x sur epsilon carré. Là aussi, c'est un résultat qu'il faut mémoriser. L'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, elle va jouer un rôle fréquent, important dans des preuves, mais également pour trouver, par exemple, des intervalles de confiance ou des intervalles de fluctuation. Alors, on peut l'utiliser, cette inégalité, en fixant epsilon. Donc, on va prendre que x est bien une variable avec une variance et on va prendre un alpha qui est entre 0 et 1. Eh bien, si vous prenez epsilon qui vaut racine de variance de x sur alpha, c'est un epsilon particulier, j'ai le droit, puisque c'est bien un epsilon positif, donc je peux le prendre comme ça. Bien, si vous l'appliquez, l'inégalité de Markov, vous avez de l'autre côté, normalement, variance de x sur epsilon carré. Mais avec epsilon qui vaut racine de variance de x sur alpha, il ne vous restera plus, ça fera un variance sur variance divisé par alpha au dénominateur, donc ça ne vous fera plus qu'un alpha. Donc l'intérêt de ce résultat, c'est que vous voyez que si par exemple vous prenez un écart de tout petit, de 0,01, un alpha de 0,01, vous voyez que vous pouvez toujours trouver une valeur, ici, un epsilon, tel que l'écart, pour que l'écart soit plus grand que cette valeur, il y a une proba de 10-2. Et à l'inverse, d'ailleurs, si la proba d'être plus grand est plus petite ou égale à 10-2, ça veut dire que la proba d'être plus petit, elle est supérieure ou égale à 99%. Donc, vous avez aussi ici, en utilisant finalement l'opposé de cette inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, vous avez que finalement x moins espérance de x, la proba que x moins espérance de x soit plus petite ou égale à racine de la variance de x sur alpha, eh bien ça c'est plus grand ou égal à 1 moins alpha. Donc par exemple, vous pouvez demander à ce que vous voyez que grand X, vous voyez dans quel domaine il doit fluctuer à 95, avec au moins 95% de chance. Par exemple, en prenant alpha qui vaut 5%, 0,05. Deuxième conséquence assez naturelle de l'inégalité Bien-Aimé de Chebyshev, on ne va plus travailler avec une seule variable, mais avec une suite de variables. Et si vous avez une suite de variables, donc avec xn, telle que l'espérance, on va supposer que l'espérance de xn vaut m. Elle reste constante pour tout n. Et puis que la variance de xn tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Ça doit nous faire penser à une suite xn particulière qui était finalement la suite des moyennes empiriques. Parce qu'on se souvient que l'espérance de variance empirique, c'était une constante pour tout n, mais que la variance de moyenne empirique, ça tendait vers 0. Et bien, dans ce cas-là, ça signifie que xn tend en proba vers m. Alors, pourquoi ? C'est immédiat. Vous avez x moins m, si vous reprenez l'égalité de Bien-Aimé de Chebyshev, la proba que x moins m en valeur absolue soit plus grand ou égal à epsilon, c'est plus petit que la variance de xn, qui tend vers 0, donc ça veut dire que cette proba tend vers 0, et donc que grand X tend en proba vers m. Alors on a envie d'appliquer ça à la moyenne empirique finalement. Et c'est ce que propose un des deux grands théorèmes limites, qui s'appelle ici la loi faible des grands nombres. Alors, c'est un résultat qui date de Bernoulli, donc du XVIIIe siècle, sous une forme un peu moins rigoureuse que celle que je vous propose là, mais il y avait des intuitions sous-jacentes. Juste un mot, c'est quelque chose qui s'appelle loi,
pourquoi ça s'appelle loi et non pas théorème ou proposition, enfin je ne sais pas ce que vous voulez, mais pourquoi on appelle ça loi? Ben, c'est parce qu'on a longtemps cru que c'était une loi de la physique. Alors on va le voir, hein, ce théorème, il nous dit que en fait, la moyenne empirique, quand vous faites une moyenne empirique d'expérience, eh ben, vous allez tendre vers quelque chose qui est une moyenne théorique. C'est ce qui se passe quand vous lancez des piles ou face, hein, et que votre pièce est équilibrée. Eh ben, en moyenne, vous allez tendre vers 50% de piles, 50% de face. Si vous le faites 100 fois, vous allez avoir un résultat qui n'est pas loin de 50, peut-être 57. Mais si vous le faites 1000 fois, bah, vous aurez un résultat qui sera, par exemple, 522. Mais en fait, en fréquence, ça sera de plus en plus proche de 0,5. Donc, on a cru que c'était une loi de la physique, alors que c'est un résultat mathématique très, finalement, avec des conditions particulières. C'est-à-dire qu'on va prendre des variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Alors, bon, il faut savoir qu'on peut avoir la loi des grands nombres, même sans ces conditions un peu strictes-là. Hein. On peut relâcher certaines hypothèses. Bon, mais là, nous, on va simplifier la tâche. On les prend, ces hypothèses. Ce sont des variables IID définies sur le même espace de proba et on suppose que la variance de chacune d'elles est finie. Hein, la variance de toutes, puisqu'elles ont toutes la même loi. Alors, la moyenne empirique, hein, qui est une variable aléatoire, elle tend, lorsque n tend vers l'infini, vers la moyenne théorique des x1, l'espérance de x1. Comment ça se montre? Eh ben, c'est exactement ce qu'on avait entamé. L'espérance de xn bar, c'est l'espérance de x1 pour tout n. La variance de xn bar, c'est la variance de x1 sur n, ça tend vers 0, ça c'est ce qu'on avait rappelé au début. Donc, d'après l'inégalité bien-aimée de Chebyshev, la probabilité que xn bar moins l'espérance de x1 est plus grand ou égal à epsilon, ça tend vers 0. Et donc, xn bar tend en proba vers l'espérance de x1. Donc, voilà une preuve rapide de cette loi dite faible. Alors, elle s'appelle faible parce que vous verrez en L3 une autre loi des grands nombres qui s'appelle la loi forte, qui est plus dure à montrer, beaucoup plus dure, avec une autre convergence, la convergence presque sûre, et qui a été établie en 1940 par Kolmogorov. Bon, sachez enfin que ici on a demandé à ce que la variance de x1 soit finie ou l'espérance du carré. En fait, on peut descendre les hypothèses, mais ça serait difficile à faire, hein, donc je ne vous propose pas cette preuve. On pourrait simplement avoir comme condition que l'espérance de la valeur absolue de x1 est finie plutôt que la variance de x1 finie. Donc, ça sera des hypothèses un peu moins fortes. Hein. Donc, à retenir de cette loi faible des grands nombres, c'est le fait que la moyenne empirique tend vers la moyenne théorique pour des variables IID, du moment que l'espérance. Donc, par exemple, si vous prenez une suite de variables IID de loi de Bernoulli par P, ce qu'on fait avec des piles ou phases, par exemple, hein, prenez des valeurs qui valent 0 ou 1, suivant 1, par exemple, si c'est pile et 0 sinon, eh bien, quand vous prenez la moyenne empirique de chacune de ces expériences, ça revient à faire la fréquence empirique des piles, et cette fréquence empirique, elle tend vers P, qui est la proba d'avoir pile, et qui, pour une pièce équilibrée, peut valoir 0,5. Alors, c'est aussi le même principe quand vous faites des sondages. Hein. Vous prenez 1000 personnes qui, par exemple, votent à 52% pour le candidat ou la candidate A. Et bien, vous avez chacune d'elles suit donc, on peut représenter ça par une variable aléatoire qui vaut 0 ou 1, et 1 quand ça vote A, 0 ça vote B, et avec finalement un paramètre P qui vaut 0,52. Eh bien, quand vous prenez la moyenne empirique, c'est-à-dire la fréquence empirique, vous avez interrogé 1000 personnes, vous regardez la proportion de gens qui veulent voter pour le candidat, eh bien, ça va tendre, ça va se rapprocher de 0,52, qui est, disons, la probabilité théorique de voter pour le candidat ou la candidate A. Deuxième grand résultat, le théorème de la limite centrale. Alors, on dit parfois aussi théorème central limite ou théorème limite centrale. Moi, j'utilise le théorème de la limite centrale. Alors, c'est un résultat dont les premières preuves ont été établies par Laplace, bien aimé. Mais en fait, la preuve un peu rigoureuse et finale du cadre dans lequel on se place ici a été établie par Paul Lévy, qui était un mathématicien français, en 1940.
Voilà. Et vous aurez cette preuve en L3 seulement, voire en M1. Bon, alors, les hypothèses sont très proches de celles de la loi faible des grands nombres. C'est même exactement les mêmes, hein. En tout cas pour la loi faible des grands nombres que je vous ai donnée. On prend des variables idées, on dit que l'espérance de x1 au carré est finie. Donc, chacune des xi a une variance, et d'ailleurs pour toutes la même. Alors, je vous le mets sous deux formes, mais en fait, c'est totalement le même résultat, hein. Racine de n, la moyenne empirique moins l'espérance, ça tend en loi vers une loi normale 0 variance de x1, ou encore, en fait, la partie variance, on peut la faire passer de l'autre côté. Donc, si on la passe de l'autre côté, ça veut dire qu'on va diviser par la racine de la variance, ou en fait, c'est l'écart type en fait, de x1, hein, l'écart type théorique. Donc, racine de n fois xn bar moins l'espérance, divisé par l'écart type, ça tend vers une loi normale 0. Voilà, ça tend en loi. Tout à l'heure, on avait une convergence en proba. Donc, on voit l'utilisation des deux types de convergence que j'ai précisés au début de ce cours. Donc, c'est exactement le même résultat, mais proposé sous une forme un tout petit peu différente. Comment montrer ça? Donc, je vous le dis, pas de preuve, sauf qu'on peut voir assez facilement que si on admet que ça tend vers quelque chose, hein, ce racine de n xn bar moins l'espérance, on n'est pas surpris que la limite à la fin ce soit 0 pour l'espérance. Pourquoi? Parce que si on prend l'espérance de racine de n xn bar moins l'espérance de x1, c'est exactement 0. Pourquoi? Parce que vous pouvez sortir la racine de n, hein, et l'espérance de xn bar, c'est l'espérance de x1. Donc, c'est bien 0. Et ensuite, le deuxième terme, c'était variance de x1. Là aussi, on n'est pas surpris, parce que si vous prenez la variance de racine de n xn bar moins l'espérance, c'est-à-dire finalement, vous pouvez sortir le racine de n, hein, ça fait racine de n au carré, donc ça fait n. Ça fait n fois la variance de la moyenne empirique, parce que vous enlevez l'espérance, mais ça ne sert à rien dans une calcul d'une variance, hein, d'enlever quelque chose de constant. Et la variance de xn bar, c'est variance de x1 sur n. Donc, comme vous avez mis un n devant, ça revient à faire variance de x1. Donc, on n'est pas surpris que la loi limite, si ça converge, donc vers une loi normale, qu'à la limite, vous ayez comme variance de x1 et comme espérance 0. Parce que c'est ce qui se passe pour chacune des variables aléatoires, racine de n, xn bar moins espérance de x1. Alors, une conséquence de ça, c'est que quand n est grand, alors je ne dis pas à partir de quand, ça peut être, en fait, c'est difficile de préciser. On utilisera souvent cet abus de langage, hein, on dira quand n est grand, sans savoir quand est-ce que c'est vrai. Eh bien, xn bar, la loi de xn bar, c'est à peu près, alors vous voyez ici, c'est pas tout à fait, j'avais utilisé le signe suit une loi, là c'est le signe suit à peu près une loi normale. Alors, d'espérance, l'espérance de x1, et de variance 1 sur n, la variance de x1. Alors, donc ça, c'est vrai pour des n grands. Vous voyez bien que ce n'est pas vrai pour n tend à l'infini, sinon vous auriez une loi normale avec une variance qui vaut 0. Ça ne va pas. Donc, c'est juste quelque chose qui nous dit que xn bar, finalement, lorsque n devient de plus en plus grand, eh bien, ça va bouger, ça va osciller, mais suivant une certaine loi, qui est une loi gaussienne. Les moyennes empiriques tendent vers des lois gaussiennes, en fait, lorsque n devient grand pour des variables idées. Alors, c'est aussi ce qui peut expliquer pourquoi on rencontre beaucoup de lois gaussiennes dans la nature. Hein, la loi normale, la courbe en cloche est souvent présente. C'est parce que finalement, il y a beaucoup de phénomènes qui sont des sommes, hein, ou des moyennes de phénomènes, hein, qui se sont surajoutés. Et quand vous avez des moyennes de petits bruits, de petites choses qui se surajoutent, eh bien, vous faites apparaître des lois normales. Bon, dernier diapo. Sur un exemple d'utilisation de ce dernier résultat, du théorème de la limite centrale, on va revenir toujours à notre cas particulier qui est xi, si suit une loi Bernoulli de paramètre P. Alors, grâce à ce qu'on vient d'écrire, la moyenne empirique, elle est à peu près, lorsque n est grand, en loi, une loi normale de paramètre P, puisque ça c'est l'espérance, et de variance 1 sur n, la variance de xi, hein, qui vaut P fois 1 moins P. Donc on a à peu près la loi de la moyenne empirique, avec donc une variance qui devient de plus en plus petite quand n devient de plus en plus grand.
Hein, c'est comme quand vous faites des équivalents, là, quand vous dites qu'une suite est équivalente à n lorsque n tend vers l'infini, c'est un petit peu ce qu'on fait là. La loi de Xn bar, c'est un peu près équivalent à cette loi-là lorsque n tend vers l'infini. Bon, si on dit que P vaut 0,5, on peut préciser. Donc Xn bar, ça va suivre une loi normale de paramètres 0,5 et de variance. Alors 0,5 fois 1 moins 0,5, ça fait 0,25. 0,25 fois 1. On peut même faire un peu mieux. On peut dire que Xn bar moins 0,5, ça va être compris avec 95% de chance à peu près, lorsque n est grand, ça va être proche de 0,5 avec un écart de 1,96 fois 0,5 sur racine de n. Alors, comment je peux passer du résultat précédent à celui-ci? Eh bien, on va utiliser le théorème de la limite centrale, finalement, parce que le théorème de la limite centrale, il nous dit que si je considère racine de n Xn bar moins l'espérance divisée par l'écart type, donc dans le cas présent, l'espérance c'est 0,5, l'écart type de X1, c'est racine de 0,5 fois 0,5, donc c'est finalement racine de 0,25, donc c'est 0,5. Donc si je regarde ça, c'est bien exactement ce qui était présent dans le théorème de la limite centrale sur le slide précédent. Vous voyez, c'était racine de Xn bar moins l'espérance de X1 divisé par racine de variance de X1. Donc c'est bien ça, dans le cas précis où P vaut 0,5. Si on appelle ça Zn, eh bien ça, lorsque n est grand, ça suit à peu près une loi normale 0,1. Or, la proba qu'une loi normale 0,1, qu'une variable qui suit une loi normale 0,1, ce soit petit ou égal à 1,96, c'est à peu près 0,95. Alors ça, c'est lié au quantile de la loi normale 0,1. Ça fait appel à une leçon passée. Donc la proba d'être là-dedans, finalement, que Zn soit compris entre moins 1,96 et 1,96, c'est à peu près 0,95. Donc si je réutilise ceci, que je prends ce qui a été écrit pour Zn, vous voyez donc que la proba que valeur absolue de racine de n, Xn bar moins 0,5 sur 0,5, alors je peux passer le racine de n de l'autre côté, je peux passer le 0,5 de l'autre côté, et je tombe sur le résultat proposé, c'est-à-dire que Xn bar moins 0,5 plus petit ou égal à 1,96 fois 0,5 sur racine de n. Alors j'ai mis 1,96 parce que c'est la valeur précise du quantile. En fait, comme on fait des approximations, on aurait pu mettre 2. Et l'intérêt de mettre 2, c'est que 2 fois 0,5, c'est à peu près 1. Et donc, on obtient un résultat un peu plus facile à écrire. Xn bar moins 0,5 en valeur absolue est plus petit ou égal à 1 sur racine de n, c'est à peu près 0,95. Alors, si jamais on le réécrit autrement, ça veut dire que Xn bar a 95% de chance d'être entre 0,5 moins 1,96 fois 0,5 sur racine de n, et 0,5 plus 1,96 fois 0,5 sur racine de n. Alors, une nouvelle fois, j'ai envie de remplacer 1,96 fois 0,5 par 1. Donc, ça veut dire que Xn bar a 95% de chance d'être entre 0,5 moins 1 sur racine de n et 0,5 plus 1 sur racine de n. Alors, prenons des cas concrets. Si vous prenez n égale 100, allez, racine de n, ça fait 10. Donc, on a dit, ça fera 1 sur racine de n ici. Donc, ça fait 0,5 moins 0,1 et 0,5 plus 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, pour un lancer de pile ou face, vous avez 95% de chance d'avoir une fréquence empirique, quand vous lancez 100 fois un pile ou face, qui soit compris entre 0,4 et 0,6. Donc, en gros, votre nombre de piles est compris entre 40 et 60. Vous avez 95% de chance que votre nombre de piles soit compris entre 40 et 60. Si vous augmentez n, que vous le lancez par exemple 10 000 fois, eh bien, votre fréquence empirique des piles, elle sera comprise cette fois-ci entre 0,49 et 0,51. Donc, de plus en plus précis. Alors, quand on fait un sondage, souvent on le fait sur 1000 personnes. Et donc, si vous avez un candidat qui a à peu près 0,5, 50% de chance d'être élu, eh bien, vous voyez que si votre moyenne empirique, elle sera comprise entre 0,5 moins 1 sur racine de 1000, ce qui fait à peu près 0,03, et puis 1 plus 1 sur racine de 1000. Donc, en fait,
ça sera compris entre 0,47 et 0,53 quand vous ferez un sondage. Même si vous savez qu'il a 50% de chance d'être élu, avec 1000 personnes sondées, en supposant que tout le monde est indépendant, tout le monde répond bien, vous aurez il obtiendra entre 47% et 53% des 1000 voix. Bon, en fait, j'ai pris tout avec 95%, je pourrais prendre avec 90%. Je pourrais prendre plus généralement avec 1 moins alpha. Si je prends 90%, on a vu le quantile à 95% d'une loi normale 0,1, c'est 1,645. Donc, vous auriez ici, il faudrait remplacer par 1,645 fois 0,5 sur racine de n. Donc, vous allez avoir un intervalle qui va être un petit peu plus petit, vous resserrez. Et puis, à l'inverse, si vous prenez alpha qui vaut 0,01, donc vous voulez 99% de chance, vous allez avoir un quantile ici qui va être plus grand, qui n'est pas loin de 3. Donc, vous augmentez l'intervalle. C'est normal, vous voulez être plus sûr. Donc, pour être plus sûr, vous êtes obligé d'augmenter l'intervalle, parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez moins vous tromper. Bon, donc, plus généralement, ce qu'on vient de faire, ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle des intervalles de fluctuation. Et en fait, ce sont des intervalles de fluctuation asymptotiques parce qu'ils sont valables que quand n est suffisamment grand. Je l'ai appliqué pour n égale 100. Souvent, on accepte ça. Et même souvent, pour n égale 20 ou 30, on commence à accepter le fait qu'on peut représenter une moyenne empirique par une loi normale. Voilà, donc on va ensuite poursuivre avec d'autres utilisations de ce théorème de la limite centrale pour faire un peu de statistique, un peu d'estimation. Et ça sera l'objet du dernier cours de la semaine prochaine. Merci.